Bonjour à tous, merci Marc pour l'invitation. Je vais essayer de parler, je vais parler français évidemment. Mes transparences sont en anglais parce que toutes mes transparences sont peut-être en anglais. Donc excusez-moi pour cela et excusez-moi aussi pour les anglicismes qui peut arriver de temps en temps parce que je fais cours uniquement en anglais habituellement. Mais bon, cela étant dit, on va revenir sur le méthanol et on va essayer de voir d'un point de vue vraiment scientifique et vraiment l'aspect fondamental comment on peut arriver à faire du méthanol à partir de CO2 et on va voir quels sont les problèmes. Alors je vais revenir rapidement sur ce que Marc a montré, c'est juste vous montrer que la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui augmente, donc c'est un problème réel. Et pour les gens qui écoutent un peu de rock, on a doublé la quantité de CO2 dans l'atmosphère en quelques années. Hein. Et donc si on regarde bien dans l'échelle du temps, hein, on voit que ça, évidemment ça s'accélère de façon exponentielle et c'est du fait de l'augmentation de la population sur Terre en partie, hein, puisqu'on a besoin de plus en plus d'énergie et l'énergie évidemment est reliée à la quantité de CO2 que l'on produit. Alors, je reviens rapidement sur le cycle donc de ce qu'on appelle l'économie du méthanol, qui a été déjà discuté par Marc avec beaucoup de détails. Et je rappelle une fois de plus que globalement, aujourd'hui, le méthanol, on en produit environ 120 millions de tonnes par an, hein, pour les nécessités de tous les jours, en particulier pour faire des produits chimiques. Ça se fait principalement par le steam reforming, hein, donc on prend du méthane, donc du gaz naturel de l'eau, pour faire ce fameux gaz de synthèse, qu'on va ensuite transformer en méthanol. Donc ça, c'est la version aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 120 millions de tonnes de méthanol que l'on produit par an, ils sont couplés au fait que déjà, on peut déjà estimer que c'est environ 1 kg de CO2 par kilo de méthanol produit. Alors si on inversait le problème et qu'on revenait avec, si on avait de l'hydrogène vert de façon infinie, c'est un technologie intéressant parce que si maintenant je prends cette réaction-là, dans laquelle on a discuté jusqu'à présent, formellement je pourrais en fait supprimer 1 kg de méthanol, de CO2 par méthanol produit. En sachant qu'en utilisant juste le méthanol qu'on utilise aujourd'hui. Si en plus on s'intéresse à faire une économie aux bases de méthanol, où on pourrait faire tous les hydrocarbures à partir de méthanol, alors évidemment, on pourrait imaginer une économie vertueuse dans laquelle, évidemment, ce procédé pourrait nous permettre d'être sustainable. Bon, ça c'est bien. Alors, et ce qu'a dit Marc très très bien, tout ça en fait c'est basé sur l'hydrogène vert. Donc évidemment, comme l'hydrogène vert c'est ce qui conduit le coût du méthanol à être très très cher par rapport à ce que l'on sait faire aujourd'hui, revenons donc à la chimie fondamentale et on revient aux conditions de cette réaction. Donc la synthèse du méthanol, si on regarde l'enthalpie de réaction, hein, c'est moins 50 kJ par mol. Donc c'est une réaction favorable, donc a priori il n'y a aucun problème pour faire du méthanol à partir du CO2 si on a de l'hydrogène, évidemment, hein, tout est conditionné à l'hydrogène. Hein. Si on compare à la réaction de Sabatier, on voit que c'est une réaction qui est beaucoup plus favorable, hein, mais comme l'a montré Marc, le méthane c'est bien, mais aujourd'hui il n'y a aucune raison de produire du méthane à partir du CO2, puisque le coût le méthane est en fait extrêmement plus cher, il y a très peu de valeur ajoutée à faire du méthane. Et une réaction qui est assez importante, qui est couplée à tout cela, qui est en fait endothermique, c'est la réaction donc, de gaz à l'eau. Donc on va convertir du CO2 avec l'hydrogène pour faire du CO. Alors, a priori, cette réaction ne devrait pas nous poser un problème énorme, puisqu'elle est endothermique, mais comme tous ces processus fonctionnent à haute température, eh bien ce chiffre à haute température, l'énergie libre, devient en fait négative, et donc le plus gros problème pour la synthèse du méthanol, c'est d'une part éviter de faire du méthane, qui a donc une faible valeur ajoutée, et l'autre, c'est de consommer du CO2 pour faire du CO. Hein, parce que ça, évidemment, comme tout est relié au coût de l'hydrogène, plus on sera sélectif pour transformer l'hydrogène sélectivement en méthanol, plus le coût du méthanol diminuera. Donc en fait, tout est basé en fait, sur comment maximiser l'utilisation de l'hydrogène dans ces processus-là. Alors, comme l'a dit aussi Marc, aujourd'hui, la façon dont on fait du méthanol, c'est assez simple. Hein, c'est le processus industriel
qui existe depuis les années 60, qui a été développé par ICI. Donc aujourd'hui, Johnson, ça serait Johnson Matthey aujourd'hui. C'est globalement du cuivre avec l'oxyde de zinc, de l'alumine. Un catalyseur, c'est le catalyseur industriel. Vous voyez qu'il y a l'oxyde de zinc qui est déposé sur du cuivre et l'alumine est là pour en fait disperser ces éléments. Ça opère à des températures de 250 degrés vers 50 bars. Okay. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, cette réaction-là, elle est extrêmement lente en absence de CO2. Donc en fait, on a besoin de CO2 pour accélérer cette réaction. Alors ce qui est important quand on accélère une réaction, c'est qu'on diminue la taille du réacteur. Si on diminue la taille du réacteur, en fait, le coût du procédé diminue. C'est pour ça qu'une vitesse de réaction, c'est important, parce qu'en fait, ça permet de dimensionner la taille d'un réacteur. La taille du réacteur, c'est évidemment lié au coût de l'acier. Donc plus ça va vite, plus le réacteur est petit, moins ça coûte cher. Donc en fait, on a toujours intérêt à augmenter la vitesse de réaction, parce qu'on diminue les coûts de réacteur. Alors, c'est intéressant, c'est donc on voit que le CO2 est déjà utilisé industriellement pour accélérer cette réaction-là. Le seul problème, c'est quand on augmente la quantité de CO2 au-delà de 30 à 40%, ben cette réaction, elle devient extrêmement lente. Donc, on a besoin de CO2 pour accélérer la réaction, mais si on a beaucoup de CO2, le CO2 devient un inhibiteur. Et en plus, comme on fait beaucoup d'eau, l'eau est aussi un inhibiteur de cette réaction-là. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans ce processus-là, qui est industriel. Donc, aujourd'hui, il y a à Berlin, un Megamax. Donc, Clariant, en fait, a mis en place des procédés pour transformer le CO2 en hydrogène à partir de ces catalyseurs-là. Et quand on dit évidemment que ces catalyseurs-là ne sont pas très bons pour le CO2, ce n'est pas très bon d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que dans un catalyseur pour la transformation du CO en méthanol, on dit d'une stabilité de plusieurs années. Quand on passe au CO2, la stabilité du catalyseur, c'est quelques mois. Donc on passe d'années à mois, et donc coût de catalyseur. Alors ce qui est intéressant d'un point de vue fondamental, c'est qu'en fait, si on regarde bien cette réaction, elle est assez simple. On coupe des liaisons carbone-oxygène, et on fait des liaisons carbone-hydrogène. C'est assez simple sur le papier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que le cuivre est présent dans la plupart des catalyseurs qui existent aujourd'hui pour transformer le CO2 en hydrogène. Que ce soit d'ailleurs vrai au niveau thermochimie ou électrochimie d'ailleurs. C'est intéressant que le cuivre, c'est un élément essentiel pour la conversion du CO2 en méthanol. Alors ce qui nous intéressait à l'époque, moi je reviens quand on a commencé dans ces domaines-là dans les années 2005, donc milieu des années, juste après des années 2000, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre du cuivre, et ça décrit les supports, soit du cuivre sur le silice, zircone, oxyde d'alumine. Eh bien, si on regarde la quantité de CO2 qui est convertie en méthanol, ça dépend fortement de l'association du cuivre avec ces supports-là. Alors pourquoi on prend un support? Si on ne prenait que du cuivre, eh bien, rapidement, le cuivre grandirait pour faire des grosses particules. Et qui dit grosses particules, on dit faible activité massique, parce que tout se passe à la surface de la particule. Donc on a besoin de faire des petites particules pour augmenter cette vitesse de réaction. Et pour stabiliser ces petites particules, on a besoin de supports. Donc on a besoin de disperser ces particules de quelques nanomètres sur un support. Et dans l'industrie, on aime bien les supports silice ou alumine. Et on voit que si on fait de la silice, on a globalement une vitesse de réaction qui est pratiquement égale pour faire du méthanol, du CO. Et on a vu que le CO, ça consomme de l'hydrogène sans faire de méthanol, donc on va éviter cette réaction-là. Si on prend de la zircone, on voit que tout d'un coup, la vitesse de formation du méthanol augmente dramatiquement. Donc ça veut dire que quelque part, le cuivre n'est pas le seul élément essentiel dans cette réaction. On a besoin d'autres choses qui accélèrent cette réaction-là. On voit qu'on prend de l'oxyde de titane, donc la peinture que vous mettez sur vos murs comme méthode de dispersion du cuivre. Là, cette fois, on arrête la synthèse du méthanol et on fait uniquement du CO. Et quand on prend de l'alumine, qui est dans le catalyseur de Johnson Matthey, eh bien, on voit que maintenant, on fait du CO, du méthanol, mais aussi on fait ce qu'on appelle du déméthyléther, qui est en fait la forme du méthanol déshydraté. En fait. Deux méthanol réagissent ensemble pour faire du diméthyléther et de l'eau. D'accord ? Donc, c'est ce qui nous intéressait quand on a commencé cette recherche-là, se dire pourquoi le support a autant d'importance que ça si vraiment le cuivre est essentiel. Donc, c'est une grande question. Est-ce que c'est dû à certaines interfaces ou pas? Alors, voilà comment on a apporté le problème. Donc, si on regarde ce catalyseur-là, c'est un catalyseur assez complexe. Vous avez donc une particule de cuivre, de l'oxyde de zinc, ça c'est de l'alumine. Et on peut se poser la question, qui fait quoi? Et où se passe la réaction? Parce qu'in fine, si on prend des molécules et qu'on les transforme, elles vont se transformer à la surface de ce catalyseur-là. Est-ce qu'elles vont se transformer sur l'oxyde de zinc, sur le cuivre,
sur cette interface ou sur l'interface avec votre support, puisqu'on a vu que le support a une importance dans cette réaction. Donc la question c'est qui fait quoi, et si on arrive à savoir qui fait quoi, eh bien on pourra peut-être améliorer ces catalyseurs, et donc, in fine, on espère pouvoir augmenter cette sélectivité où l'hydrogène sera uniquement utilisé pour faire du méthanol. C'est ça l'objectif. Je rappelle, comment utiliser de façon effective l'hydrogène pour faire du méthanol et non pas pour faire du CO ou du méthane. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est en fait quelles sont l'influence de tous ces paramètres pour faire du méthanol sélectivement. Et la question numéro 2 qu'on va se poser, c'est pour l'instant, je vais parler du cuivre. Vous allez voir que le cuivre est dominant, mais comment on peut faire pour découvrir autre chose que du cuivre? Aujourd'hui, le cuivre est partout, mais est-ce qu'on n'est pas capable de trouver d'autres catalyseurs pour transformer le CO2 en méthanol? Et ça, c'est une question qui est un peu plus large, dans le sens que peut-être qu'on n'a pas envie uniquement de découvrir des catalyseurs pour faire du méthanol, mais peut-être qu'en comprenant comment on active les ions CO, on sera capable de transformer la biomasse en d'autres produits à valeur ajoutée. Donc l'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est comment on peut essayer de découvrir de nouveaux catalyseurs. Et donc on va avoir deux approches très différentes que je vais vous montrer. On va avoir une approche conceptuelle, on va générer, contrôler la formation d'interfaces et des compositions de catalyseurs pour essayer de comprendre comment le processus fonctionne et comment on va augmenter la sélectivité d'utilisation de l'hydrogène dans ces processus de transformation du CO2 en méthanol. Et comment on va, si on veut trouver de nouveaux catalyseurs, parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, aujourd'hui, et comme l'a montré Marc, tout vient des produits pétrochimiques. Donc ça fait 100 ans qu'on s'est travaillé avec des produits pétrochimiques, ça fait 100 ans qu'on développe des catalyseurs, mais si on change notre source de produits, c'est-à-dire qu'on passe au CO2 ou à la biomasse qui est riche en oxygène, il est quelque part, on peut s'attendre à ce qu'on ait besoin de trouver de nouveaux catalyseurs, parce que ça fait 100 ans qu'on optimise des catalyseurs sur la pétrochimie. Si on change de produit de départ, il va falloir forcément trouver de nouveaux catalyseurs. Et donc, si on doit redécouvrir 100 ans de chimie en quelques années, il va falloir forcément changer évidemment la façon dont on approche notre approche. On ne va pas faire des approches d'optimisation incrémentale, mais on a besoin de changer fondamentalement la façon dont on va découvrir des nouveaux procédés industriels. En sachant que, et j'en parlais avec Marc à midi, de toute façon, il faudra au moins 20 ans pour mettre en place un procédé. C'est à peu près le temps qu'il faut entre la découverte, c'est comme pour les molécules pour toutes les maladies, il faut entre 10 à 15 à 20 ans pour aller de la découverte au procédé, mais c'est pareil pour les procédés industriels à très, très grande échelle. Alors revenons sur les problèmes qu'on veut essayer d'aborder. Comme je l'ai dit, les paramètres qu'on va essayer d'augmenter, ce sera nos paramètres de performance. On veut l'activité, c'est la vitesse de réaction, on veut qu'elle soit aussi vite, on veut une réaction aussi rapide que possible. La sélectivité, de façon à ce qu'on va maximiser l'utilisation de l'hydrogène pour les produits qui nous intéressent, et la stabilité, parce que comme on peut imaginer, plus un catalyseur est stable, moins on a besoin d'arrêter des unités, plus évidemment le coût global du procédé va diminuer. Donc ce sera ce qu'on va essayer d'améliorer. Évidemment, un catalyseur aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Je vous ai montré les catalyseurs zinc, oxyde, cuivre, alumine. Donc aujourd'hui, typiquement, dans l'industrie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'optimiser ces indicateurs à partir de visions extrêmement macroscopiques, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses sous la main pour essayer d'améliorer les procédés. Et la catalyse, c'est quoi? En catalyse, qu'est-ce qu'on fait? On active des liaisons. Et le cycle catalytique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe et il crée des liaisons chimiques. Donc, in fine, ce qu'on aimerait pouvoir faire au laboratoire et dans une unité industrielle, c'est relier ces indicateurs, en fait, à ce qui se passe sur notre catalyseur, sur ces sites actifs. Et donc, la question, c'est quelles sont les structures de ces sites actifs. Alors, je vais vous montrer comment on a approché le problème dans notre laboratoire. Comme c'est des systèmes très, très, très complexes, on s'est dit, bien, simplifions les problèmes et si on ne fait croître ces sites actifs à partir de dérivés moléculaires. Alors, comme j'ai dit, quel que soit le catalyseur, on a un support. Et ce que l'on va faire en première étape, c'est qu'on va contrôler la quantité de fonctions réactives sur ces surfaces. On va donc prendre un support, comme j'ai dit, la silice, l'alumine. On va traiter ça à très haute température sous vide ou dans des gaz inertes. Et grâce à cela, on va pouvoir déterminer une densité de sites réactifs par unité de surface.
Et l'unité de surface qu'on va utiliser dans notre cas sera le nanomètre carré. Ce ne sera pas le mètre carré, mais le nanomètre carré, parce que c'est la taille globalement d'une molécule. Donc on va essayer d'avoir des surfaces qui vont contenir globalement une fonction réactive par nanomètre carré. Okay, et on va créer des molécules qui vont s'attacher uniquement sur ces systèmes réactifs, sur ces hydroxyles de surface. On va pouvoir déprotoner la surface et on va pouvoir ancrer notre dérivé métallique sur cette surface. À partir de là, on va pouvoir faire des traitements, et suivant le dérivé métallique, ces traitements vont conduire soit à des métaux isolés sur des surfaces, soit, si on a en fait des métaux précieux comme le platine ou même le cuivre, dès qu'on fera un traitement thermique et surtout dans des conditions sous hydrogène, ce métal va se détacher de la surface, va créer des atomes qui vont s'agréger pour faire des nanoparticules. Et typiquement, on va générer des particules qui vont varier entre 1 à 100 nanomètres. L'objectif, c'est d'être le plus petit possible, parce que petite particule dit beaucoup de surface réactive. Donc on va toujours essayer de générer des particules les plus petites possibles, en sachant qu'il faut qu'elles restent stables. Parce que toujours pareil, petit dit instable, parce que vous avez une force énergie de surface. Énergie de surface dit, vous avez tendance à vous agréger. Donc les métaux ont tous tendance à s'agréger. Et on va essayer de stabiliser des petites particules, des nanoparticules, de quelques nanomètres, ces surfaces. Alors, si on est capable de faire ça, si on est capable de générer des atomes dispersés sur une surface, si on est capable de générer des nanoparticules, alors peut-être qu'on peut même aller un pas plus en avant en disant on va pouvoir non pas générer un atome par nanomètre carré, mais peut-être on va en mettre deux de types différents. Et suivant le type d'atomes qui vont être dispersés sur cette surface, soit on va pouvoir faire grandir un objet, c'est-à-dire d'avoir une nanoparticule avec ce métal 2, avec une interface de l'autre métal. Donc on va pouvoir générer des catalyseurs, on va pouvoir contrôler la taille d'une particule et son interface avec le support, ou, dans le cas où ces deux métaux sont réductibles, on va pouvoir générer deux atomes qui vont coalescer pour faire une nanoparticule qui va contenir maintenant deux métaux. On va faire donc des nanoparticules bimétalliques. Et non seulement on va faire ça, mais on va pouvoir suivre ça par des procédés spectroscopiques. On va utiliser on va aller au synchrotron comme un soleil, qui n'est pas loin d'ici, et on va essayer d'analyser grâce à des rayons X, globalement, quelles seront la structure de ces matériaux. Donc soit par des rayons X, soit par des méthodes infrarouges, on va suivre ce qui va se passer sur la surface de ces catalyseurs. Et en même temps, on va appliquer des méthodes de modélisation moléculaire afin de comprendre un peu plus finement la structure de nos catalyseurs. Alors je vais vous montrer quelques petites histoires, des feuillets, pour vous montrer où on en est aujourd'hui dans la compréhension de ces catalyseurs d'un point de vue fondamental. Et après, dans une deuxième partie, je vous montrerai comment on va totalement changer notre façon de faire des catalyseurs avec des approches d'intelligence artificielle, ce que j'appelle habituellement plutôt ce qu'on appelle à partir de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'afin de comprendre ces catalyseurs, on va essayer de faire grandir des catalyseurs en minimisant les paramètres. Parce qu'évidemment, vous avez vu que déjà ces catalyseurs sont très complexes. Donc si on a des catalyseurs complexes et qu'on varie les paramètres de façon un peu aléatoire, on a peu de chances de comprendre comment ces catalyseurs fonctionnent. Alors vous avez imaginé, vous avez une particule de silice, dans laquelle vous avez dispersé des particules de cuivre. Okay. Donc si vous variez la taille d'une particule et la taille de l'autre, vous allez faire varier beaucoup de paramètres. On va donc développer des processus pour qu'on va garder notre support de la même taille et on va juste modifier les interfaces sans modifier la taille des particules de cuivre. C'est ça qu'on a développé dans les 10 dernières années. Et ce qu'on a fait, c'est on va prendre notre support silice. On a vu que le silice était un support assez neutre qui va donner autant de CO, de monoxyde de carbone, que de méthanol. On va disperser sur la surface de l'oxyde de zirconium. Je l'avais dit plus tôt que cet oxyde de zirconium, il permettait d'augmenter la vitesse de formation du méthanol. Okay. Et on va faire grandir sur cette surface modifiée ces particules de cuivre en utilisant un précurseur de cuivre assez classique dans les méthodes de dépression en phase gaz utilisées dans l'industrie. Et ce qui était intéressant qu'on a fait cela, c'est qu'on a montré que globalement, si on regarde la vitesse de formation du CO et du méthanol, en fonction de la quantité de zirconium qu'on a ajouté sur cette surface de silice, on se rend compte que la vitesse de réaction de formation du CO
est indépendante de la quantité de zirconium que l'on met à la surface de cette silice, au contact du cuivre. En revanche, on voit que dès qu'on a un tout petit peu d'oxyde de zirconium, eh bien, on augmente la vitesse de réaction. Donc, une fois de plus, on démontre que le support n'est pas innocent dans la formation du méthanol. Okay. Alors, on a simplifié un peu plus le problème ensuite. On a dit on n'a pas besoin de silice. On va regarder ce qui se passe avec le zirconium de nouveau. Et par la même méthode, on a réussi à faire grandir, vous voyez, des petites particules de cuivre sur ces surfaces d'oxyde de zirconium. Et la raison pour laquelle on a fait cela, c'est pour simplifier nos études spectroscopiques et en même temps simplifier nos études de modélisation par des méthodes de densité fonctionnelle que je vais vous montrer. Alors, si on modélise ces systèmes-là qui sont maintenant beaucoup plus simples, on va modéliser une particule de cuivre de 38 atomes déposée sur une surface d'oxyde de zirconium. Alors, pourquoi 38 atomes? Parce qu'à l'époque, en 2017, quand on a fait ça, c'était à peu près 2017, quand on a commencé ces travaux, c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas aller au-delà, parce qu'au-delà, eh bien, ça devient un calcul extrêmement long et compliqué. Donc, on était réduit à travailler avec des particules de 38 atomes. On voit que si cette particule de 38 atomes est mise sur une surface et qu'on fait une simulation, eh bien, on se rend compte que la particule reste globalement de la même, qui est assez semblable à la particule en phase gaz. Ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on s'est intéressé ensuite à l'interaction du dioxyde de carbone avec ces surfaces-là. Okay. Et si on prend du dioxyde de carbone avec une surface de cuivre, eh bien, cette molécule n'interagit pas avec la surface de cuivre. Pour un chimiste, rien d'étonnant. Le cuivre est content, il n'a aucune raison d'intérêt de réagir avec le CO2, qui est une molécule très stable. Donc, par contre, vous voyez que sur l'oxyde de zirconium, le CO2 réagit pour faire ce qu'on appelle un carbonate, avec une enthalpie de réaction assez négative. Par contre, ce qui nous intéressait encore plus, c'est que si on mettait une particule de cuivre avec du CO2, vous voyez que le CO2, il réagit très favorablement à l'interface entre le cuivre et l'oxyde de zirconium. Donc vous voyez que déjà, on commence à comprendre que l'oxyde de zirconium n'est pas innocent. Il va permettre d'activer cette molécule de CO2, parce que le CO2, normalement, il doit être linéaire. Vous voyez que là, il a déjà adapté une structure où il est coudé. Donc il est déjà prêt à réagir grâce à cette interface cuivre-zirconium. Vous voyez que d'ailleurs, le cuivre a perdu un électron, et il a créé un CO2- qui va être stabilisé par l'interface, qui est globalement un acide de Lewis du zirconium, un cation de zirconium. Ensuite, on a fait des calculs théoriques un peu plus complexes, et on a montré en fait ce qui se passait, c'est qu'en fait l'hydrogène était activé sur le cuivre sélectivement, et à l'interface, l'hydrogène, qui est représenté par cet atome blanc, est transféré à l'interface pour faire un acide carboxylique, le formate, puis un aldéhyde, puis un méthoxy, et ça, vous voyez, le méthoxy plus ce proton-là, ça fait du méthanol, et en fait, la vitesse de réaction est limitée par la désorption du méthanol de cette interface. Donc, vous voyez qu'en utilisant globalement des méthodes de synthèse spécifiques, plus la modélisation moléculaire, plus la spectroscopie, et je vais passer sur la spectroscopie, eh bien, on arrive à montrer que globalement, cette réaction est facilitée par l'interface d'une partie de cuivre avec l'oxyde de zirconium. Okay. Mais si ce que je vous ai dit est vrai, alors on n'a pas besoin d'oxyde de zirconium. On a juste besoin d'avoir une interface idoine entre le cuivre et une particule qui est là pour disperser comme la silice. Et je vous ai dit qu'on savait faire croître des particules de cuivre sur des surfaces où on avait dopé cette surface avec d'autres éléments, pourquoi pas le zirconium. Donc maintenant, si je prends une particule de silice et que je disperse du zirconium tous les nanomètres carrés, et je fais grandir une particule de cuivre, que va-t-il se passer? Est-ce que ma particule de cuivre va réagir comme une particule de cuivre sur de la silice ou comme une particule de cuivre sur de la zircone? Maintenant, j'ai du zirconium tous les nanomètres. Eh bien, en fait, ce qu'il se passe, c'est que j'ai de l'oxyde de zirconium ou du zirconium dispersé atomiquement tous les nanomètres proche du particule de cuivre, eh bien, c'est la même chose. Donc, globalement, on a réussi à démontrer qu'on pouvait faire des catalyseurs où on optimise l'interface, et en optimisant les interfaces, eh bien, même fois, on arrive
à accélérer cette réaction de conversion du CO2 en méthanol. Alors, je vous ai montré déjà ce transparent avant, et maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe sur l'alumine. Sur l'alumine, on a vu que non seulement on faisait du méthanol, un peu mieux que sur la silice, mais on fait surtout beaucoup de CO et beaucoup d'alumine. Alors pourquoi est-ce que l'alumine, qui est aussi un acide de Lewis, donc qui est très similaire à l'oxyde de zirconium d'un point de vue chimique, quelque part, promeut toutes ces réactions, alors que l'oxyde de zirconium promeut principalement le méthanol. Alors là, l'étude était 2 ans plus tard, et en 2 ans, vous voyez, la particule a grandi, parce qu'en 2 ans, on est capable de modéliser des systèmes beaucoup plus grands en moins de 2 ans. C'est l'avantage de la modélisation moléculaire, c'est qu'aujourd'hui, nos capacités de calcul augmentent pratiquement exponentiellement chaque année. Et avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, on peut aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus rapide pour modéliser des systèmes de plus en plus complexes. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est quelque chose similaire de ce que j'ai montré avec le cas de l'oxyde de zirconium. Si j'ai une particule de cuivre avec une surface alumine, dans lequel l'alumine est un support beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de configurations potentielles, et on voit que globalement, le CO2 peut s'activer de façon plus différente. Je vous ai montré que le CO2 pouvait être coudé et à l'interface entre une particule de cuivre et des acides de Lewis comme l'aluminium, mais on peut avoir des systèmes où cette fois, le CO2 est coudé, mais un seul des 2 oxygènes interagit avec la surface, alors que dans tous les autres cas, comme dans le cas de la zirconium, vous avez 2 oxygènes qui interagissent avec ces interfaces. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, si vous avez ces 2 types de configurations, eh bien, il se trouve que dans un cas, vous allez faire du méthanol, comme je l'ai montré avant dans le cas du zirconium, c'est-à-dire qu'on aura des processus élémentaires similaires que l'on soit sur oxyde de zirconium ou sur oxyde d'aluminium, mais il y a aussi de nouveaux processus élémentaires qui vont se créer à partir de ce CO2-là qui est activé avec un seul des 2 oxygènes qui est sur la surface, et cette fois-ci, on fera du CO. Donc on voit qu'en changeant l'interface, alors qu'on avait des règles comme l'oxyde de zirconium qui fait que notre CO2 va vers le méthanol, eh bien l'alumine, qui semblerait être similaire, maintenant il peut faire du CO ou du méthanol. Vous voyez, donc ça semble être assez complexe parce qu'on pensait avoir compris et avoir un peu vu des principes assez similaires entre les systèmes, et on voit très bien qu'en fait, rapidement, on va vers des systèmes extrêmement complexes. Et en plus, il se trouve que la sulfate d'alumine, elle permet au méthanol de réagir avec des formates adsorbés, faire des formates qui vont aussi se décomposer eux-mêmes en CO. Donc c'est assez complexe. Pour rapidement vous montrer, revenir sur les particules de cuivre sur l'oxyde de titane, et pourquoi cet oxyde de titane est un mauvais support pour l'oxyde de cuivre, pour le cuivre. En fait, il se trouve que dans les conditions de réaction, eh bien, le cuivre qui faisait quelques nanomètres, en présence de CO2, ce cuivre va grandir, faire des particules de plusieurs micromètres, et donc le seul catalyseur ici, ça sera l'oxyde de titane, qui va uniquement transformer le CO2 en CO. Donc quelque part, le cuivre, il est marqué sur mon transparent, mais en fait, il est inutile dans le cas de l'oxyde de titane, ces particules vont grandir et vont devenir globalement inutiles. Mais avec le même principe que je vous ai dit avec l'oxyde de zirconium, le titane, qui est dans la classification périodique juste au-dessus du zirconium, c'est aussi un métal du groupe 4, formellement, il devrait avoir la même propriété que l'oxyde de zirconium. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a déposé, de la même façon que le zirconium, du titane sur un support neutre comme de la silice. Et si on a un titane tous les nanomètres sur de la silice, eh bien on voit que le cuivre sur un titane dispersé sur la silice est quasiment identique à du cuivre sur du zirconium dispersé sur de la silice. Donc vous voyez qu'on peut en fait arriver à contrôler les interfaces et à contrôler la sélectivité de la réaction vers la formation de méthanol. Et on peut faire ça avec globalement tous les éléments de la classification périodique. Et on a réussi à corréler que l'efficacité de cette transformation du CO2 en méthanol était corrélée à l'acidité de Lewis de votre dopant sur la surface de silice. Donc on est arrivé à des systèmes assez fondamentaux, où comme on peut commencer à enseigner ça en première année d'université, où les gens comprennent très bien le concept d'acidité de Lewis. Alors on a voulu aller encore plus loin
en utilisant des matériaux de dernière génération. Alors, pour vous, vous n'êtes pas au courant de ces derniers matériaux sans doute, mais il y a des matériaux qui sont ce qu'on appelle des matériaux, des carbones dopés au molybdène, ce qu'on appelle des MXene dans notre jargon. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand... Parce que ces MXene, en fait, sont des matériaux conducteurs qui ont des propriétés assez intéressantes. On s'est dit, on essaierait de faire croître des particules de cuivre sur une silice qu'on a dopée avec ces carbures de molybdène. Alors l'objectif, c'était de faire des particules, et vous voyez que si je vous montre de l'imagerie, vous voyez qu'on ne voit pas de particules, on voit juste des petits points, et ces petits points vous disent que globalement, vous avez des atomes parfaitement dispersés. Alors quand on a, jusqu'à présent, je vais vous montrer des belles particules de quelques nanomètres, et quand vous avez du carbure de molybdène sur une surface de silice, tout d'un coup, le cuivre est atomiquement dispersé. Alors, on ne comprend pas vraiment pourquoi aujourd'hui, c'est atomiquement dispersé, mais c'est atomiquement dispersé. Et non seulement c'est atomiquement dispersé, mais ça fait aussi du méthanol, et avec des très très fortes sélectivités. Et on a montré, et je ne vais pas aller dans les détails parce que ça va dans les détails, on a montré que globalement, un seul atome de cuivre est suffisant pour activer le CO2 et pour convertir ces CO2 en méthanol de façon sélective. Okay. Alors ça c'est intéressant parce qu'une fois, si on revient sur le développement durable, ce qui coûte cher dans ces catalyseurs, ce sont les métaux. Donc si on est capable d'aller dans les concepts qu'on appelle d'atomes isolés, un single atom catalyst, c'est un domaine assez effervescent en ce moment, eh bien on montre qu'il suffit d'un seul atome de cuivre pour activer l'hydrogène avec du CO2 pour transformer votre CO2 en méthanol. Donc ça c'est un nouveau concept qu'on essaie de développer au laboratoire, c'est comment arriver à faire des atomes ultra dispersés, donc atomiquement dispersés pour convertir le CO2 en méthanol. Alors si je reviens sur ce dont on parlait au tout début, on a dit que le catalyseur qui était utilisé dans l'industrie, c'était du cuivre, oxyde de zinc et de l'alumine. Pour l'instant, je n'ai jamais parlé d'oxyde de zinc. Est-ce qu'on est capable de faire les mêmes catalyseurs à partir de l'oxyde de zinc que ce que j'ai montré avec du zirconium, du titane ou d'autres éléments de l'élection périodique? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dispersé du zinc et du gallium sur ces surfaces de silice, et on a fait croître des particules de cuivre. Et on a montré que dans ces cas-là, dans le cas de gallium et de zinc, les particules n'étaient pas des particules de cuivre, mais des particules en fait, qui faisaient des alliages entre le cuivre et le zinc, et le cuivre et le gallium. Et donc, dès que vous avez des métaux qu'on appelle réductibles, comme l'oxyde de zinc et le gallium, on fait des alliages, et il se trouve que ces alliages, en fait, dans les réactions de conversion du CO2 en méthanol, en fait, redeviennent du cuivre et des oxydes de zinc. Et en fait, c'est l'intérêt de l'alliage, et vous avez en fait des métaux qui sont qui interagissent fortement les uns avec les autres, intimement les uns avec les autres. Alors, je vais revenir ça pour montrer des phénomènes assez amusants pour montrer qu'on s'amuse beaucoup au laboratoire. Parce que la découverte, c'est quelque chose d'assez excitant. Et en fait, on se rend compte que plus on fait de recherche, plus on se dit qu'on connaît très peu de choses de notre notation périodique. Je vais vous montrer des phénomènes assez amusants qu'on a découverts au laboratoire. Par exemple, quand on a dopé des particules de silice avec du gallium, on s'est rendu compte rapidement qu'en fait, il y avait une quantité bien spécifique de gallium à avoir sur notre surface pour avoir globalement une vitesse de réaction extrêmement importante de transformation du CO2 au méthanol. Si on a peu de gallium, il y a peu d'effets. S'il y a trop de gallium, ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des optimums dans ces réactions-là? Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'on s'est amusé dans des réacteurs à constamment changer la composition de notre phase gaz entre de l'hydrogène, qui est réducteur, et de l'hydrogène du CO2, qui est notre gaz qu'on aimerait convertir. Et on se rend compte que quand on oscille la composition de notre gaz dans l'atmosphère de notre réacteur, eh bien, le catalyseur lui-même oscille. C'est-à-dire que sa composition, sa structure change en fonction de la composition du gaz, qu'on appelle le potentiel chimique quelque part. Donc, si vous avez beaucoup d'hydrogène, vous faites un alliage. Si vous mettez du CO2, vous enlevez l'alliage pour faire des interfaces cuivre, oxyde de gallium. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir ces deux à la fois et que ça soit très, très réversible. Plus c'est réversible et plus c'est dynamique, plus le catalyseur
va être en fait extrêmement réactif. Et c'est là où, si vous regardez les travaux dans la littérature des 30 dernières années, on s'est toujours intéressé aux fonctions structure, activité, et on se rend compte qu'en fait, ce qui est important, c'est la dynamique dans ces catalyseurs-là. Ce qui est important, c'est que ces catalyseurs doivent être extrêmement dynamiques, extrêmement flexibles. En fait, ce n'est pas très différent des enzymes. Hein. Les enzymes qui fonctionnent bien, elles sont en fait très flexibles. Elles sont capables de rapidement se régénérer pour maximiser en fait toutes les étapes élémentaires du cycle catalytique. Alors pourquoi le gallium est comme ça? Alors on s'est intéressé, on revient toujours au point fondamental. Le point fondamental en chimie, c'est la thermodynamique. Parce que si la thermodynamique est mauvaise, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Et alors, si on regarde les diagrammes de phase des alliages, on se rend compte que, je dis que le gallium, il ne fonctionne que si on a très très peu de gallium, 10% de gallium dans du cuivre. Alors que typiquement, si on fait des alliages cuivre-zinc, des bronzes, typiquement, on a beaucoup plus de variabilité sur la composition de notre catalyseur. Et en fait, on se rend compte que la stabilité des alliages pour le gallium est extrêmement restreinte par rapport à la stabilité des alliages cuivre-zinc. Okay? Et ça, on peut le calculer. Hein? On peut le calculer, et regardez, ça c'est l'énergie d'interaction du cuivre et du gallium en fonction de la composition de mon alliage en gallium. Et vous voyez que le gallium, il aime bien être dans le cuivre, vous voyez, il y a une forte énergie d'interaction, jusqu'à, vous avez environ 25% de gallium dans votre alliage. Dès que vous dépassez ces 25%, alors le gallium n'aime plus entrer dans l'alliage. A l'inverse, cuivre-zinc, vous voyez, la pente est un peu moins forte que pour le gallium, donc le zinc n'aime pas trop, enfin aime moins se mélanger au cuivre. Par contre, vous pouvez en mettre plus de 50%. Donc c'est vraiment basé sur l'affinité des éléments, hein, leur électronégativité, qui fait que ces alliages peuvent exister ou ne peuvent pas exister. D'autre part, ça c'est des diagrammes un peu complexes, en quelques mots, en plus, dans votre réacteur, le potentiel chimique, hein, que j'ai marqué ici en rouge, ça c'est le potentiel chimique de la réaction d'hydrogénation en présence de CO2. Et ça, c'est le potentiel chimique de la réaction de l'hydrogénation du CO. Vous voyez, c'est très très différent dans votre réacteur. Si vous n'avez que du CO, votre alliage est stable. Si vous avez H2CO2, votre alliage il a tendance à vouloir à s'oxyder. Et c'est d'autant plus vrai pour le gallium par rapport au zinc. Donc il y a en fait des grandes différences entre j'ai du gallium, j'ai du zinc. Les deux ont la même fonction, mais d'un point de vue thermodynamique, ils ne sont pas exactement au même endroit. Donc vous voyez la complexité des problèmes. Ensuite, par des méthodes de simulation, on est capable de mesurer, enfin de calculer la diffusion des atomes au sein d'une particule. Et là, on se rend compte aussi que la vitesse de diffusion des atomes est aussi importante que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Par exemple, le cuivre dans le cuivre diffuse à une certaine vitesse. Dès qu'on met du gallium et du zinc dans du cuivre, en fait, le cuivre va diffuser beaucoup plus rapidement dans l'alliage. Et donc, on pense que si on relie ça à la dynamique que je vous ai montré un peu plus tôt dans mes transparents, on pense qu'en fait, cette dynamique, cette diffusion des atomes au sein d'une particule est sans doute un phénomène extrêmement important qui contrôle ses propriétés catalytiques. Et en plus, comme je l'ai dit, comme le gallium, il a une fonction extrêmement restreinte pour être stable dans une particule de gallium, évidemment, si la dynamique est importante, et en plus, on montre que si on peut rapidement faire des oxydes de gallium, si on a trop de gallium, en fait, ce qui se passe, c'est que le gallium diffuse à la surface, il s'oxyde, et vous allez faire globalement une gangue d'oxyde de gallium autour du cuivre, et donc vous n'avez plus de cuivre. Donc aujourd'hui, on est capable de comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe dans ces catalyseurs en combinant la spectroscopie in situ ou opérando avec des simulations moléculaires. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Alors tout ça, c'est très bien. Alors ce que j'ai dit, oui, on va revenir aux fondamentaux et à ce qu'a discuté chez Marc un peu plus tôt. Le cuivre est particulier. En fait, c'est le seul élément qui est capable de convertir du CO2 en méthanol dans la question périodique, par lui-même. Les autres éléments, comprennent du palladium, argent, platinum, or, ces éléments-là préfèrent faire du monoxyde de carbone. Et tous les autres éléments qui sont impliqués en catalyse, typiquement, fer, cobalt, nickel, ruthénium, rhodium, osmium, iridium, ils font du méthane.
Okay. Alors en calcul transparent, parce que je pense que j'aimerais pouvoir passer à la partie intelligence artificielle, parce que c'est aussi un point important que j'aimerais aborder aujourd'hui. En fait, on a démontré que si on mettait du gallium dans tous ces éléments, en fait, ils deviennent comme du cuivre. Hein? Donc regardez, je vais en passer rapidement. Le palladium, qui est un très mauvais catalyseur de transformation du CO2 en CO, vous mettez du gallium, maintenant, il est mieux que le cuivre. Alors je ne vous dis pas qu'on va remplacer le cuivre par le palladium, parce que le palladium est extrêmement rare, donc on ne va jamais faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on met du gallium dans du palladium, alors cet alliage fonctionne beaucoup mieux que les complexes de cuivre. Et on peut faire de la spectroscopie infrarouge, tout ça. Bon. Et ça marche avec tous les métaux. Donc le platine, c'est pareil. Le platine qui fait très bien CO2, CO, on met du gallium, il fait du méthanol. Et c'est pareil avec tous les éléments de la réaction périodique. C'est-à-dire qu'on peut prendre du cuivre, du ruthénium, du rhodium. Dès qu'on met du gallium, et bien maintenant, ces catalyseurs font tous du méthanol. Pourquoi? Eh bien, on a montré, et je ne vais pas aller dans le détail, qu'en fait, dès qu'on met du gallium, en fait, on crée des interfaces métal-gallium, gallium-oxyde. Et on revient à cette notion des interfaces où, si on a un métal qui est capable d'activer l'hydrogène et une interface qui est capable d'activer le CO2, et on va accélérer les réactions de transformation du CO2 en méthanol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je fais je vous ai dit que le platinum-gallium, c'était fantastique pour faire du méthanol. Maintenant, si je fais platinum-zinc, on fait 100% de CO. Pourquoi? Parce que j'ai montré que le zinc était plus difficile à oxyder que le gallium. Et bien, dans le cas du platinum-zinc, en fait, l'alliage est stable dans des conditions de réaction. Et donc, votre CO2 est converti sélectivement en CO. Ce qui n'est pas inintéressant parce que, comme l'a montré Marc, en fait, une des technologies les plus prometteuses aujourd'hui, ce n'est pas forcément de convertir CO2 en méthanol directement, mais on peut aussi imaginer convertir le CO2 en CO, et après CO plus hydrogène, faire du méthanol, parce que la technologie existe aujourd'hui. Donc c'est en fait pas difficile de mettre ça en place. Le problème, c'est toujours le coût. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est plus le coût qu'un problème technologique à court terme. Et pour montrer en plus, je pourrais passer des journées à vous parler de conversion du CO2 en CO. En fait, on a testé tous les éléments périodiques et il y a un élément particulier qui est le molybdène. Platine-molybdène, c'est sans doute le meilleur système pour convertir le CO2 en CO. Et on a montré qu'en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que l'alliage lui-même est important. C'est-à-dire que le fait qu'on ait platinum-molybdène réduit accélère la réaction, mais qu'en plus, les interfaces accélèrent la réaction. En fait, on a plusieurs mécanismes réactionnels qui se passent en même temps aux interfaces et dans les alliages. Alors, comme je l'ai dit, je peux passer l'après-midi entière à vous parler de chaque élément et comment il fonctionne. Je pense que je ne suis pas venu là pour ça. Et ça, je vais ouvrir le deuxième chapitre de mon séminaire. Je vous ai montré juste des combinaisons bimétalliques. Mais pourquoi bimétalliques? Pourquoi pas trimétalliques? Pourquoi pas quadrimétalliques? Pourquoi pas pentamétalliques? C'est ce qu'on appelle des alliages anthropiques, qui sont aujourd'hui de nouveaux aspects de la recherche qu'on aimerait comprendre. Mais le pourquoi on peut faire ça? Rapidement, on arrive à plus d'une mole de combination. Alors, il me reste 10 ans avant la retraite, 10 puissance 23, même si j'étais un jeune chercheur, c'est absolument impossible de faire 10 puissance 23 expériences aujourd'hui et repartir de zéro. Alors, comment on va arriver, si on veut développer des nouveaux procédés, à partir de CO2 ou de la biomasse, comment on va arriver à explorer l'espace chimique, sachant qu'il est infini à l'échelle de l'humain? C'est la question qu'on s'est posée il y a 6 ans. Et j'ai réussi à convaincre le gouvernement suisse d'investir dans une plateforme technologique qui s'appelle SwissCAD+, qui est ouverte au monde entier d'ailleurs. Hein. On a reçu 30 millions du gouvernement suisse pour développer une plateforme qui permet du criblage à haut débit guidé par l'intelligence artificielle. Je vais dire pourquoi on veut faire ça. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut automatiser maintenant la synthèse, parce que je ne veux pas avoir 2000 thésards qui vont fabriquer mes catalyseurs. Ce qu'on veut, c'est des thésards qui réfléchissent, des gens qui réfléchissent, qui apprennent, et on va demander aux machines de faire des manips de plus en plus reproductibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des machines qui vont synthétiser des catalyseurs en parallèle, les caractériser et les tester. Et on va coupler ça à l'intelligence artificielle pour pouvoir prédire quelles sont
les manips qu'on va faire dans l'étape numéro 2, 3, 4, 5, 6. Okay, et on va utiliser plusieurs types d'algorithmes, et aujourd'hui je vais vous parler d'un type d'algorithme bien spécifique qui sont des méthodes Bayesian, comme on dit en français, c'est Bayesian, c'est ça? Bayesian, les méthodes Bayesian. Typiquement, dans l'industrie, et j'ai appris ça quand j'étais en école d'ingénieur il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on fait typiquement ce qu'on appelle des design of experiment, DOE, où globalement on essaie d'optimiser des réactions en comprenant comment les paramètres vont vers un minima ou un optima. En faisant ça, le problème c'est qu'on a des grandes chances qu'on va arriver vers un optima local. Et la question qu'on aimerait se poser, c'est comment ne pas être biaisé et être sûr qu'on a couvert tout l'espace chimique, sachant qu'on ne connaît pas du tout l'espace chimique. Alors comment on va faire ça? On va en fait avoir deux paramètres. Un paramètre qui va être un paramètre d'optimisation et un paramètre d'exploration. On va donc utiliser la variance de l'espace chimique. On va essayer de, à la fois, guider les algorithmes pour faire des manips, des expériences qui vont nous permettre d'optimiser, et aussi la moitié des expériences vont être en fait de l'exploration. Ça va être quoi? On va essayer de trouver des points où on a peu de connaissances. C'est ce qu'on appelle la variance de l'espace chimique. Donc on va essayer d'arriver à faire des paramètres, on va aller rechercher dans des endroits de l'espace chimique où on a peu de connaissances. Et en combinant les deux, on devrait être capable d'explorer de façon efficace l'espace chimique et, si possible, ne pas avoir oublié une partie de notre espace. Vous pouvez, ce QR code, si vous voulez, vous allez aller directement sur cette, normalement ça doit toujours fonctionner sur cette base, ce laboratoire national. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a quand on a réussi à avoir l'argent, on a développé ce laboratoire et on a décidé, on va tester ce laboratoire avec des manips où on avait des chances de trouver quelque chose. Il faut d'abord valider le laboratoire avant de faire de l'exploratoire total. Donc, on s'est dit, on va faire des catalyseurs d'hydrogène du CO2 en méthanol. On va limiter l'espace au support classique dont je vous ai parlé, alumine, silice, oxyde de titane, alumine. Oxyde de zirconium, pardon, avec des métaux non précieux, plus des dopants classiques. Donc on va dire on va prendre des dopants sur zinc, indium, qui sont assez classiques, avec des métaux comme fer, cuivre, cobalt, qui sont assez abondants, même si le cobalt, personne ne prendra du cobalt aujourd'hui pour faire de la catalyse, parce que le cobalt est déjà un matériau qui est très très utilisé pour les batteries, donc il y a peu de chances que nous utilisions. Mais globalement, juste... Pardon? On n'a pas pris le gallium parce que c'est trop cher le gallium pour l'industrie. Mais on a pris l'indium, c'est intéressant, qui est plus cher. Mais on a fixé cet espace-là avec 6 paramètres. On ne voulait pas avoir plus de 6 éléments de ce type-là, plus le potassium, parce que si vous regardez les catalyseurs industriels, soit ils ont du potassium, soit ils n'ont pas de potassium. C'est environ 50-50. Donc on s'est dit, basé sur ce que l'on connaît de l'industrie, on va prendre en plus dans l'espace du potassium, qui est présent dans beaucoup d'enzymes, et aussi dans les catalyseurs industriels. C'est assez amusant que le potassium arrive dans environ 50% des catalyseurs industriels. Aussi amusant. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi le potassium est présent. Aujourd'hui, j'ai quelques éléments de réponse, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ça nous fait 20 millions de possibilités déjà. Okay, ça fait déjà beaucoup de possibilités. Et on va essayer de se baser sur l'optimisation de quelques paramètres, la conversion du CO2, donc la vitesse de réaction qui va déterminer la taille du réacteur, la saleté en méthanol, qui est le produit qu'on a envie d'avoir, et on va minimiser la formation de méthane, qui est un produit à faible marge à douter, et on va minimiser le coût du métal. On va donner ça à l'ordinateur, on a un algorithme qui nous permet de réaliser automatiquement 24, on a décidé avec des familles de 24 catalyseurs, qu'on va préparer, caractériser et tester toutes les semaines. Et on va faire ça pendant 5 semaines. C'était notre contrainte de départ qu'on s'est imposée. Donc, vous voyez, le robot fonctionne très très bien. Il fait ses solutions. Il prend ses solutions et les dépose sur des solides. Il sèche les solides. Tout est avec des barcodes, comme au supermarché. Donc, on est capable il y a une traçabilité de tous les catalyseurs. Okay, et à la fin, la seule chose que l'humain fait, c'est remplir ces tubes avec des poudres, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les robots de remplir des tubes avec des poudres. Okay, on va en faire 24, c'est pas beaucoup, 24 par semaine pour tester. Okay, donc l'ordinateur, l'algorithme a généré cette bibliothèque de catalyseurs. Là, il y a différents supports. Les couleurs correspondent à des métaux, mais je n'ai pas envie d'aller dans les détails.
Et donc on a préparé 24 catalyseurs. On a globalement testé ces catalyseurs. Et là, je vous montre une méthode je vous montre les résultats. Hein. Donc en haut, c'est la composition des catalyseurs. En bas, ce sont les résultats. Faites attention, les couleurs du haut et du bas ne sont pas corrélées. Et ça, ce qu'on va regarder, ce qu'on veut, c'est des catalyseurs qui soient dans ce coin-là. Là, vous voyez des catalyseurs qui sont très rapides, qui font du méthane. Là, vous avez un catalyseur qui fait du méthanol. La plupart des catalyseurs qu'on a synthétisés sont assez mauvais. Okay. Néanmoins, et là, vous avez les indicateurs. Donc, vous voulez que ça soit, vous voulez maximiser cette barre-là, c'est la vitesse de réaction. Vous voulez minimiser le méthane, maximiser le méthanol et minimiser le coût du catalyseur. Ça sera notre démarche. Et là, maintenant, l'algorithme on a fait un tour. Ça, c'est simulé ça, c'est imposé par l'algorithme. Ça, ce sont les résultats expérimentaux. Et maintenant, après avoir reçu ces résultats, l'algorithme va automatiquement proposer une nouvelle série d'expériences. Et on va faire ça pendant 5 semaines de suite. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Voilà. Vous voyez qu'au bout de 5 semaines, vous voyez qu'au bout d'une semaine déjà, l'algorithme a déjà eu un biais. Il a déjà choisi le cuivre. Terrible. Donc ça veut dire qu'on doit travailler sur les algorithmes pour qu'ils soient moins biaisés. Parce qu'évidemment, on redécouvre le cuivre. Et après 5 semaines, on voit qu'au bout de 3 semaines, la quantité de métal diminue puisqu'il optimise le coût. Et on se rend compte qu'il optimise un peu plus. Il y a des tas d'éléments qui apparaissent qui n'étaient pas présents à ce moment-là. Hein. Donc là, vous avez du zinc qui est apparu. Après quelques semaines, le zinc, il apparaît, il disparaît, il réapparaît. Et in fine, on a des catalyseurs qui sont en fait beaucoup plus rapides que les catalyseurs industriels utilisés aujourd'hui. Et ça, c'est en 5 semaines. Je n'ai pas dit qu'ils seront industrialisables, qui est un autre problème. Hein. Mais d'un point de vue vitesse de réaction et de sélectivité, les catalyseurs découverts en 5 semaines sont supérieurs à l'industriel. Et vous voyez que la première semaine, les catalyseurs n'étaient pas très rapides. Au bout de 5 semaines, ils ont des vitesses acceptables. Le méthane a pratiquement disparu et le méthanol est le produit principal avec un coût qui a diminué de facteur 4. Donc ces méthodes d'optimisation Bayesian sont extrêmement rapides pour explorer un espace d'environ 20 millions. Hein. Si on va aux milliards et autres, à des espaces plus grands, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres algorithmes. Hein. Mais ce qui est intéressant maintenant, tel un vieux professeur qui a beaucoup d'informations dans sa tête, je peux demander à l'algorithme, peux-tu me prédire un catalyseur sachant que le coût n'est pas une restriction? Et là, nous, au catalyseur, il n'y a plus de cuivre. Il n'y a que de l'indium. Et là, ces catalyseurs-là font pratiquement que du méthanol. Ça, c'est la 6e semaine. Vous voyez que donc on a des outils algorithmiques aujourd'hui qui nous permettent d'explorer beaucoup plus rapidement l'espace chimique. Ce n'est pas encore la panacée, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes d'algorithmes à régler. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup dans notre laboratoire avec le département de mathématiques, le département des sciences informatiques, pour essayer de comprendre comment améliorer ces catalyseurs de telle façon qu'on soit moins biaisé rapidement, de telle sorte que l'on ne perde pas les opportunités lors du criblage. Hein. Je vais vous montrer une dernière histoire. Parce qu'après, on va pouvoir poser des questions, c'est quand même important. Et c'est une histoire intéressante qui montre comment il est important de travailler avec des gens jeunes et brillants. Okay. Alors, j'avais un étudiant qui travaillait avec BP, hein, pour ne pas les nommer, et l'objectif, c'était comment convertir du CO2 en méthane. Hein, donc, c'était une des fonctions qu'on avait. Et cet étudiant, donc, par des chimies de surface, ça représente la silice, hein, par des méthodes de greffage avec du cobalt, on faisait croître des particules de cobalt sur la silice. Et par nos méthodes, on est capable de faire croître des particules de cobalt extrêmement petites, extrêmement grosses, et c'est très très difficile de faire des petites particules de cobalt, typiquement sur les supports type silicique. Donc on est capable de faire grandir des particules de cobalt, et ce qui était intéressant, c'est que les particules de cobalt, typiquement, font du méthane, ça c'est ce qui était attendu, et un jour l'étudiant vient me voir et me dit, c'est bizarre, nos particules font du CO et du méthanol. Ça, ce n'était pas vraiment attendu. Et il se trouve que c'est uniquement pour les petites particules. Alors si je reviens à ce que j'ai dit au tout début, en faisant de la spectroscopie opérando au synchrotron, on s'est rendu compte en fait que les particules de cobalt n'étaient pas du cobalt, mais de l'oxyde de cobalt. Pourquoi? Parce que plus vous rendez vos particules petites, plus elles ont une énergie de surface importante, et plus elles sont faciles d'être oxydées. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez de petites particules de cobalt, elles s'oxydent dans le réacteur
deviennent de l'oxyde de cobalt et font du CO. Ça, c'était la première histoire. Deuxième histoire, on a un jeune étudiant qui arrive donc en deuxième année de l'ETH. Donc deuxième année de l'ETH, c'est deuxième année après le lycée. Je savais que c'était un étudiant qui était extrêmement intelligent et qui aimait les mathématiques. Je lui ai dit, ce sera intéressant, si l'oxyde de cobalt fait du CO et que le cobalt fait du méthane, peut-on trouver d'autres éléments qui vont transformer le cobalt et lui faire croire que c'est l'oxyde de cobalt? C'est la question que je lui ai posée. Est-ce qu'on est capable de transformer le cobalt comme un élément qui a envie de faire du CO et uniquement du CO et pas du méthane? Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme tout à l'heure, que le CO, on pouvait le coupler avec l'hydrogène pour faire du méthanol. On peut faire des hydrocarbures de façon assez facilement. Alors on a programmé, on a fait un algorithme, et ça c'est l'avantage de ChatGPT et de Python, si vous connaissez. Vous pouvez rapidement faire des algorithmes automatiques. En quelques heures, vous avez un algorithme qui vous permet de faire des bibliothèques basées sur des principes très simples. On s'est dit, on va prendre un principe très très simple, on va prendre le principe le plus important que l'on connaisse tous en tant que chimiste, l'électronégativité. On s'est dit, on va remplacer l'oxygène par des éléments d'électronégativité similaires. On va faire varier l'électronégativité de nos éléments qu'on va ajouter au cobalt. Et on va faire varier la taille des atomes ou des ions. Ce sera nos paramètres. On va faire une bibliothèque et on va faire ça automatiquement avec nos robots. Donc les robots font la bibliothèque automatiquement, les tests. Et là, l'étudiant revient me voir et me dit, vous voyez, pas terrible, la plupart des catalyseurs ne vont pas très vite et puis ils ne font pas de CO. Puis je lui dis, est-ce que c'est intéressant? Regardez, il y a un élément parmi tous les autres, le tellure, il fait que du CO. Si je mets du tellure dans du cobalt, tout d'un coup, le cobalt, c'est comme de l'oxyde de cobalt. Okay? Non seulement c'est vrai pour le tellure, pour le cobalt, mais comme pour le gallium, si je mets du tellure dans n'importe quel élément de l'accrétion périodique, ça fait du CO. Alors que le tellure par lui-même ne fait pas de CO. Donc quand on mélange du tellure à des métaux de transition comme le ruthénium, le rhodium, tout ce que vous voulez, eh bien c'est ce qu'on appelle ces tellurides, font du CO. Et ils font du CO à très haute sélectivité, au-delà de 99%, à 200 degrés, à 50 bars. Ce qui est exactement ce que l'industrie veut. Donc c'est intéressant. Donc en résumé, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est que l'accrétion périodique, c'est une source incroyable d'inspiration pour le chimiste. Et je vous ai montré ces éléments-là. Donc il y a les éléments noirs qui font du méthane, les éléments rouges qui font du CO, le cuivre qui fait du méthanol. Okay? J'ai aussi montré que globalement, quand je mets du gallium, la plupart des éléments sont comme du cuivre. Quand je mets du tellure, la plupart des éléments sont comme du platine. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point on comprend peu la question périodique et comment on va essayer aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle et ces outils qui nous sont aujourd'hui accessibles pour essayer d'explorer la question périodique. Mon objectif en tant que professeur de chimie n'est pas de découvrir un procédé industriel qui va révolutionner le monde, parce que ça prend 20 ans. Un procédé industriel, ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux la classification périodique en utilisant les outils d'intelligence artificielle et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait le potentiel chimique de ces objets assez complexes. Pour cela, ce qu'on a mis en place, donc, ce que je vais montrer, on a un laboratoire automatisé d'intelligence artificielle, donc on va pouvoir faire du criblage guidé par l'intelligence artificielle. On est capable de faire de la chimie de surface pour contrôler les interfaces et les alliages. Aujourd'hui, on est capable de faire de la spectroscopie opérando pour comprendre quel est l'état de ces particules dans des conditions de réaction, qui nous permet de comprendre un peu mieux comment les systèmes fonctionnent. Et aujourd'hui, on fait du criblage, évidemment, par la modélisation. Et l'objectif, c'est de coupler tout ça de telle façon qu'on va comprendre un peu mieux la chimie. C'est ça l'objectif. Et pour cela, il me reste juste à vous remercier d'être venu aujourd'hui et je serai heureux de répondre à vos questions avoir répondu à vos questions. Merci.